Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir, de nous recueillir ensemble ce soir pour cette nouvelle saison d'Ancralogène, émission exceptionnelle. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés. Les intellectuels sont partis sur différents horizons, se sont croisés, se sont décroisés, sont revenus. Et ils sont là ce soir. La rugosité capiteuse du texte angora, tissu poileux et épineux. Pour commencer, je citerai Barthes. Vous le connaissez? Texte vient de textus, participe passé de texo, qui veut dire tisser. Le texte est un tissu de sens enchevêtré, mais aussi tout ce qui apparaît comme tissé peut se lire comme un texte. Il y a aussi peut-être, Barthes poursuit, une allusion à l'hypothèse freudienne que les femmes apprirent à tisser en croisant les poils du pubis pour en faire un pénis fétiche. Le texte devient lui-même une sorte de fétiche, et l'écriture, une perversion. Voilà, c'était sur ce thème que je voulais introduire avant de vous révéler le nom de l'auteur. Les intellectuels, je vais vous les présenter comme à chaque fois. Alain Dufaré. Alain Dufaré. Alain Dufaré, c'est une grande joie que vous soyez ici ce soir parmi nous, toujours fidèle, vous n'avez raté aucune émission. Et bien vous êtes là pour la reprise. Absolument. Alain Dufaré, vous avez écrit un ouvrage sublime à paraître aux éditions de Midi qui s'appelle Littérature mono, littérature stéréo, une réécriture de Bakhtin, point d'exclamation. Et oui, parce que les discours, il faut les saisir à l'aide de l'IFI. On est dans une génération IFI, vous voyez. Alors j'ai voulu me moderniser Bakhtin par la même occasion, et jouer sur le dialogisme du roman pour en faire un outil conceptuel à l'aide de l'IFI. Parfait. Il s'en revient également, c'est un intellectuel que vous affectionnez, la critique nous l'a montré dans les journaux. Capré de Mortefontaine. Capré de Mortefontaine. Capré de Mortefontaine. Capré de Mortefontaine, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Pornographie pastorale, pornographie non pasteurisée, c'est le nouvel ouvrage que vous publiez aux éditions de la Serpe d'Or. Oui, effectivement. Alors, je me suis toujours penché, comme d'habitude, sur cette littérature pastorale que j'affectionne. Et effectivement, je me suis centré sur la question de, évidemment, la pornographie, enjeu essentiel dans ce genre littéraire. Parfait. Alors, je souhaiterais quand même dire, parce qu'en ce moment, je suis en pleine polémique, figurez-vous, suite à un procès que l'on me fait, j'ai décidé de faire signer à qui voudra une pétition intitulée de la façon suivante: pour plus de lyrisme dans les brasseries. Je signe. Ah, mais merci beaucoup, monsieur Dupas. Parfait. Alors, c'est un intellectuel qui a été un peu mis sur le carreau parce qu'on l'a pas trop aimé. Une fois, on l'a fait faire des rôles qui n'étaient pas les siens. Il revient parce qu'il a écrit un vrai livre cette fois-ci. Michel. Marie. Machin. Michel, Marie, Machin, bonsoir. Bonsoir messieurs, ouais. Bonsoir mesdames également, parce qu'il y a des dames ce soir dans le public, ouais. Je suis heureux de revenir parmi vous. J'ai passé des mois à me plonger en fait dans ma propre histoire, avec un livre qui s'appelle Pépa Papé. En fait, comme je l'ai expliqué dans une émission, j'ai eu deux pères. J'ai eu deux pères biologiques, c'est avéré, j'ai eu deux pères. Et du coup, j'ai été élevé par mon grand-père. Et du coup, mon grand-père est devenu mon père. Alors comment je devais l'appeler? Papa? Pépé? Du coup, je savais pas. Du coup, j'étais en dehors de la norme. Je disais Papé, Pépa. Et du coup, dans la lignée de Marc Lavoine, de Gérard Darmon, j'ai écrit un livre sur le rapport au père. C'est plus qu'un retour, c'est peut-être une résurrection. Adelgon se renard. Paris, Foura, Rio. Adalgonce Renard, bonsoir. Vous nous revenez d'un Bonsoir. pays qui nous est cher. Oui. Lequel? Lointain. Le Brésil. Parlez plus fort, monsieur. Voilà, j'étais au Brésil et pourquoi j'étais au Brésil? Pour écrire un livre? Ouais, pour écrire un livre. Vous avez Parce que vous avez trouvé quand même quelques traces préhistoriques d'Emmanuel Kant au Brésil. C'est plus compliqué que ça. En fait, je repensais aux dernières paroles qu'il a prononcées juste avant sa mort, Sis Gut. Donc tout va bien en français. Hein. C'est pour ça que vous l'avez appelé Tudo Game. Et tout bien. Donc, voilà, et d'ailleurs, au Brésil, il y a beaucoup de football. Voilà. Bon, merci. Et en fait, je pensais à ça dans la journée et la nuit, et j'ai rêvé à ces paroles, et Sis Gut, traduites en portugais, j'ai entendu Tudo bem dans ma tête.
Et je me suis dit, et là j'ai tout de suite pris un billet pour le Brésil pour rencontrer mon maître. Et voilà, j'ai rencontré Emmanuel Kant sur une plage brésilienne. Et figurez-vous que contrairement à ce qu'il a dit dans la critique de la raison pure dans son introduction, la métaphysique n'est pas un champ de bataille, mais c'est une plage paradisiaque. Et voilà, il suffit d'ouvrir le livre pour découvrir. C'est intéressant, c'est intéressant. Pas autant que l'ouvrage de William Marx, mais c'est intéressant. Alors, mais j'aimerais vous poser plus généralement la question, pour faire le lien avec notre émission, pourquoi le Brésil? Je vous ai donné la raison, c'est simplement, voilà... Non, mais pourquoi le Brésil? Pourquoi le Brésil, écrit l'écrivaine que nous allons étudier, c'est le titre de son ouvrage, que nous n'allons pas étudier, c'est l'une de ses œuvres. Nous allons rendre hommage à son œuvre entière. Pourquoi le Brésil lui a écrit son père? Peut-être parce que c'est un pays dont toute la richesse est dans l'avenir, comme toi, à qui le globe est destiné. Et oui, parce que texte Angora, entre l'ango et le rat, il n'y a qu'un pas. Le papier peint décollé. Par terre, dégueulasse. Avec un coussin crevé. Un plafond de grenier. Anthralogène. C'est ça qu'on appelle réparer? Christine Angot, l'une des plus grandes universitaires françaises, je le répète à mes enfants qui ont 3-4 ans, qui vont lire bientôt, à partir de 5-6 ans, ils vont apprendre à lire. Lisez Christine Angot, je leur dis. Christine Angot, comment résumer son parcours? Bon, tout le monde le sait, c'est une tarte à la crème. Elle a connu l'inceste, bon. Mais elle n'en parle pas dans ses livres. Elle n'en parle rarement. Du coup, je pense que c'est presque inutile d'en parler aujourd'hui de cet inceste. Je vous distribue les exempliers. Mesdames, messieurs les intellectuels, ils vont se révéler à vos yeux. Alors, j'aimerais qu'on commence tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est un parcours dans l'œuvre entière de Christine Angot que je vais vous proposer. En 2012, elle publie un petit recueil de nouvelles, j'en ai reproduite une en intégralité, qui s'appelle L'esthéticienne. C'est des petits croquis sur les vies ordinaires, les vies précaires, qu'elle nous propose, un petit parcours. Et dans ce texte, il s'agit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'une esthéticienne. Voici le texte. Les massages se font dans la pénombre. Les épilations sous la lumière crue. La cliente est nue sur une table recouverte d'éponges, à l'exception du string en papier blanc que l'esthéticienne vient de lui donner. Elle ne fait pas des épilations. Elle est spécialisée en shiatsu et réflexologie plantaire. Elle a des clients réguliers, s'en inquiète quand elle n'en a plus de nouvelles. Tout en étalant la cire de chaque côté du string, elle lui dit « C'est qu'on s'y attache à ces petites bêtes !» Les cuisses en grenouille, bien écartées, la cliente la félicite pour sa rapidité et sa douceur. On voit que vous aimez votre métier. D'ailleurs, ça doit être un métier qu'on ne peut pas faire si on ne l'aime pas. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des filles qui veulent travailler et qui ont une bonne mentalité. Pourtant, j'en vois défiler. Elle pose les bandes de sa main légère, en passe une dernière sur les orteils, puis elle met de la crème sur les parties qu'elle vient de faire. La femme se caresse les mollets. En tout cas, vous êtes rapide, hein? On me le dit toujours. On me dit que je suis la Speedy Gonzales de l'épilation. C'est pas parce que j'aime ça. Au contraire, les épilations, j'en fais parce que je suis obligé. Mais c'est pas ce que je préfère, alors je l'évite. Il y a tellement de femmes qui sont sales. Vous savez, j'en ai épilé une. Elle avait encore du sperme qui lui coulait. Ah bon? C'est dégoûtant. Vous le feriez ça, vous, de vous présenter à une esthéticienne avec du sperme qui coule? Elles font ça pour bien montrer qu'elles viennent de faire l'amour, non? Les femmes sont sales. Je vous dis. Voilà, la nouvelle est parfaitement comme ça. Il n'y a rien de coupé, rien de plus. C'est brut, c'est comme ça. Pour que les mots... Parce qu'il me semble, moi quand je lis ça, je me dis... Oui, ça tient. Les mots tiennent. N'est-ce pas, monsieur Capré de Mortefontaine? Oui, ils tiennent. Et je dirais même qu'il faut faire confiance à Christine Angot. Il faut lui faire confiance. Voilà, on voit bien dans ce texte, effectivement, qu'elle nous amène à une conclusion. C'est un peu une fable, avec une chute, une morale. C'est d'un classicisme inouï. Tout à fait. Et délectable, d'ailleurs. Et délectable. Monsieur Renard, vous avez été interloqué, notamment vous qui êtes allé au Brésil, par la question
de la peau, la question du corps, la question du corps qui se transforme. Du ticket de métro, monsieur. Voilà, surtout le ticket de métro. Vous qui étiez à Paris encore la semaine dernière. Alors le ticket de métro, je sais pas, mais le corps qui se transforme, effectivement. La femme se casse. Les femmes sont sales, je vous dis. Elles font bien ça pour montrer qu'elles viennent de faire l'amour. Moi, je vois aucune allusion à la vie sexuelle de l'auteur et je trouve qu'on devrait se donner ce texte en classe de 3e pour préparer les élèves. Au bac, au brevet. Exactement. Très bien. Pas On lui dira. Sexuelle surtout. Ce sera gentil pour Christine. Merci. Très bien. Alors, petite perspective avant de donner la parole à Monsieur Dufarret qui est en train de nous faire une analyse parce que maintenant il étudie les sciences du langage, Monsieur Dufarret. Donc, du coup, voilà, il est un peu dans des analyses. Ah, il fait ça, je savais pas, j'étais pas. Des analyses, tout à fait. Alors, bravo Dufarret. Excusez-moi, peut-être que ça a interpellé le public. Oui, c'est une sorte de métaphore. Je laisse passer le véhicule. Voilà. La Speedy Gonzalez de l'épilation. Moi, c'est une expression qui m'a interpellé. Là-dessus ? Bien sûr. D'accord. Mais je donnerai mon interprétation après. Allez-y. C'est ce sur quoi je suis courtois. Courtois. C'est bien, monsieur. Merci, Merci, monsieur. Les mots tiennent. Moi, je trouve que les mots tiennent. Alors, quand on voit ce texte pour la première fois, qu'est-ce qui saute aux yeux, messieurs? C'est l'animalité de ce texte. Alors, je vais tomber dans un topos, je suis d'accord, mais quand je vois des petites bêtes, quand je vois des cuisses en grenouille, quand je vois Speedy Gonzalez, quand je vois le mot sperme répété 2 fois, et que la conclusion de ce texte sont que les femmes sont sales, j'y vois une animalité, presque une réification de la femme. Vous voyez, c'est un texte chose. C'est un texte qui veut rendre chose. Qu'en pensez-vous, monsieur? Qu'en pensez-vous, messieurs? Alors, moi j'avais une interprétation peut-être abusive, parce que je pense que l'inceste n'apparaît pas vraiment dans l'œuvre de Christine Angot, elle n'en parle pas. Cependant, peut-être, Speedy Gonzalez, j'aimerais mettre en relation avec la chanson de Richard Gottener, Speedy Gonzalez, puisque là, il y a une évocation de l'inceste dans cette chanson, peut-être, donc peut-être une forme de filigrane dans ce texte. Reviens ici. Un intertexte tout à fait. De Richard Gottener. Je cite, reviens ici, petit Gonzalez. C'est maman qui te dit ça, sinon tu connais papa. Crois-moi, il n'insistera pas. Si tu n'as pas fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Dans cette chanson, il y a clairement une évocation de l'inceste. Et c'est hypocoristique, monsieur. C'est hypocoristique. Tout à fait. On est dans un texte qui rabaisse une fois de plus. Vous voyez, qu'on soit un bébé ou qu'on soit un animal, c'est la même chose, monsieur. Tout à fait. Alors moi, ce que je voudrais dire quand même, hein, je m'inscris pas en faux contre vous dites, je ne fais que compléter, mais il me semble quand même qu'on voit ici se dessiner une des grandes sources d'inspiration de l'auteur. Parce que ce texte, c'est l'histoire d'un amour, j'ai envie de dire. Et en quelque sorte, on voit se dessiner derrière cette esthéticienne une sorte de Dalida. On sait que Christine Angot aime beaucoup la chanson tout à aussi, fait. et que c'est une de ses sources d'inspiration. Très belle transition. À ce propos, l'incipit de Un amour impossible qui évoque cette chanson, j'avais envie qu'on le lise ensemble, mais il ne fera pas l'objet d'un extrait. C'est une amie à nous qui a décidé de nous l'envoyer. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, près de l'avenue de la Gare, dans la cantine qu'elle fréquentait. Il l'a invitée à prendre un café et quelques jours après à danser. Elle est allée avec son amie Nicole et le cousin de celle-ci. À ce moment-là, l'orchestre s'est mis à jouer les premières mesures de Notre histoire, c'est l'histoire d'un amour. C'était une chanson qu'on entendait partout. Dalida venait de la créer. Son accent oriental arrondissait les mots, les étirait. En même temps, sa voix grave enveloppait les sons et leur donnait une substance particulière. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de 2 cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. Ils ne se parlaient pas,
La piste était pleine. C'était une chanson très connue. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. La chanson s'est terminée. Elle lui a présenté Nicole et son cousin. Bon, la régie, quelle est cette transition hasardeuse, s'il vous plaît? Non, on enlèvera ça au montage, d'accord? Bon. Nous allons continuer à aller un peu d'entrain, là, un peu d'entrain, parce que le vin monte à la tête, et Christine Angot va nous emmener sur des sentiers encore plus rugueux. C'était quelque chose de très peu poileux que nous avons eu ici, un peu de matière. On était dans l'épilation, monsieur. Oui, voilà, c'est vrai. Donc c'est on vrai. retire le poil. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et généralement, ça fait mal. Un amour impossible, un extrait que nous allons lire maintenant. Je ne devais pas quitter la table avant la fin du repas. Un jour, on m'attendait dehors. Une banane était posée dans mon assiette. Je n'en voulais pas. Elle a insisté. J'ai quitté la table. Et j'ai lancé la banane à travers la pièce. Elle a atterri à l'autre bout de la cuisine. Christine, tu ramasses cette banane? Elle s'est levée et s'est postée devant la banane. Christine, tu ramasses cette banane? Son ton était ferme. Elle se tenait droite. Tu ramasses cette banane, Christine? J'avais les yeux au sol. Elle me regardait, articulée. Christine, tu ramasses cette banane? Elle a répété la phrase en allongeant le silence. Ma grand-mère ne disait rien. Je suis sorti de la cuisine et je suis allé dans ma chambre. J'en suis revenu avec ma poupée dans les bras. Je me suis posté devant la banane. Ramasse la banane, poupée. J'ai insisté et puis j'ai cédé. Non mais tu veux pas ramasser la banane, poupée? Eh ben Christine va la ramasser. Je suis sorti, elles ont éclaté de rire, seules dans la cuisine. Une autre fois, je refusais de manger ma soupe. J'avais posé mes coudes sur la table et pris ma tête dans mes mains. Je la balançais de droite à gauche en m'appuyant alternativement sur mes coudes. Ah là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'en ai marre, mon Dieu, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, j'en ai marre, mais qu'est-ce que j'en ai marre, mon Dieu! On est entré dans une boulangerie un jour, j'avais un petit manteau rouge et un pantalon rouge. On m'a demandé si j'étais le petit chaperon rouge. J'ai répondu. Il y a une petite conversation, une fois servi, on est sorti. La porte était en train de se fermer pendant qu'elle finissait de tourner sur ses gonds. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit, a dit quelqu'un à l'intérieur. Non mais ça se voit que je suis une fille, hein. Ils sont bêtes, maman, les gens, hein. Ils n'ont pas fait attention, tu as un pantalon, t'as les cheveux courts. Mais même si j'ai un pantalon et les cheveux courts, ils sont bêtes, hein. Ils n'ont pas fait attention, c'est tout. Ils étaient en train de travailler. Non mais le petit chaperon rouge était une fille de toute façon. Ils le savent très bien. Quelle chute! Vraiment... c'est stupéfiant. Alors... De la sacralité dans ce texte, monsieur. Oui, allez-y. Beaucoup de sacralité. Moi, je me méfie du sacré, personnellement, mais bon. Non, mais il faut s'en méfier. Oui. Faut s'en méfier. Mais ça ne regarde que vous, monsieur. Oui. Chacun a ses prières, ses visions de la sacralisation. Alors, je suis plus partisan du sacré immanent que j'emprunte à René Char. Oui. Mais d'aucuns s'inscriraient en faux contre ce que vous dites, attention. Oui. Monsieur Renard, votre silence est éloquent. Non, je suis en train de... J'ai presque une larme qui me vient. Il savoure la sacralité du texte. Je savoure la sacralité, le style quand même, cette abondance de chiasme particulièrement... Vous avez mangé beaucoup de bananes au Brésil? J'ai mangé beaucoup de bananes et j'ai mangé beaucoup de bananes. Oui, mais justement, à ce propos... Tu ramasses cette banane, Christine, tu ramasses cette banane. La banane pelée. La banane pelée ou non, c'est tout de même une banane. Non, on est sur un texte christique. Excusez-moi. Attention. Parce qu'on a une Christine ici. Oui, vous voyez, le Christ, il est inscrit sur une banane dans ce texte. Le Christ, c'est une banane épluchée. Vous voyez la croix? Vous voyez une banane épluchée? Vous avez la courbe de la banane. Et ici, c'est une crucifixion. Et le chaperon rouge, qu'est-ce que c'est, monsieur? Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est une métaphore du sang versé par le Christ. Alors, en fait, non mais ça ne dérange personne si je reviens sur un épisode... Non, ça nous dérange. Oui. Mon père me regardait,
mon père, plutôt mon grand-père, me regardait. Monsieur Mirliza, modéré. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, je peux... Ouais. Me regarde. Dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors je lui dis, mais je joue. Je fais que jouer. Excusez-moi, monsieur, mais quel rapport? Bon, écoutez, quelle famille. Je finis, monsieur, laissez-moi finir. Qu'est-ce que tu fais? Mais je joue, tout simplement. Et là, j'ai compris le rapport au père. Si vous voulez, j'ai compris en fait que je pouvais pas passer d'une forme à l'autre. C'était bloqué en quelque sorte. C'est ça. Et le texte, monsieur? Moi, j'ai pas réussi. Et le texte? Et le texte dans tout ça? J'ai pas réussi à m'arrêter, si vous voulez. Oui, ça vous arrive souvent. Hein. Les obstacles étaient là, mais c'est eux qui m'ont arrêté, c'est pas moi. Moi, je passais. Ne déplacez pas cette chaise. Ne déplacez pas cette chaise. Moi, je passais. Replacez-vous sur le texte. Non, mais je passais. J'ai eu la conscience de passer. Et avec ce texte aussi. C'est comme quand je jouais, je joue. Oui, je joue, papa. Pépé. Et là, tac. C'est des horreurs que vous dites. Des horreurs, parce qu'il faut bien le nommer. Non, mais on est content que vous soyez là, mais revenez peut-être sur le texte, monsieur Machin. Christique. Justement. Alors, justement, moi, je voudrais dire quand même quelque chose. À l'école de Christine Angot, je dirais qu'il faut s'attarder sur ce thème de banane. Quand on dit banane, qu'est-ce qu'on dit exactement? Qu'est-ce que ça évoque? N'est-ce pas entrer dans un débat politique? C'est ouvert. C'est ouvert. Parce que le son A est très très ouvert, comme vous le savez. Il y a une aperture. Et on a deux A ici, avec un E muet à la fin. Donc on est vraiment dans une ouverture. Et on pourrait presque faire une mouillure, je dirais. Une mouillure. C'est complexe. Mais le N, oui. Je fais que jouer, excusez-moi monsieur, je joue. Voilà. Bon, allez jouer ailleurs s'il vous plaît, mais là, laissez les intellectuels parler, on est en train de parler de choses importantes, s'il vous plaît. Bon, allez-y. Non, alors, non, il y a quand même une forme, j'oserais peut-être employer le mot, je prends le risque d'être démenti par vous en tant qu'universitaire que je suis. N'y a-t-il pas une forme de bananophobie ici? Mais c'est pas vrai! Oh, une bananophobie, vous savez, la chanteuse qui souffre de bananophobie, Louane Emra. Vous êtes au courant? Louane Emra souffre de bananophobie. Je ne sais même pas qui c'est pour tout vous dire. Ah d'accord, c'est une jeune chanteuse qui est bananophobe, elle a peur des bananes. Oh, bah ça c'est original. Mais vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Eh bien je vous l'apprends, voilà. Ah, bah, quelle information, c'est un scoop. Alors, peut-être une remarque sur l'étymologie de ce texte. Peut-être que vous êtes remonté en allant au plus près de la mer, au plus près du bout du monde. Vous êtes remonté peut-être Bah non, à la tige de la banane. J'ai appris cette langue, alors je pourrais rebondir sur le A, effectivement c'est plus ouvert en portugais, banana, voilà, alors je sais pas ce que... Dufara avait quelque chose à dire sur ce A, sur cette ouverture, non? Oui, sur l'ouverture, oui, on peut notamment dire que on est face à un mot qui est gouverné par l'ouverture, vous voyez, donc quand on est gouverné par l'ouverture, qu'est-ce qu'on est? On est plus ou moins socialiste. Et là, je n'ai pas peur de parler de politique, messieurs. Je n'ai pas peur de parler de politique. Vous ouvrez la banane Voilà, on est dans la sacralité, mais la sacralité et le socialisme, on n'est pas loin, vous voyez. On n'est pas loin. On met des concepts vous glissez sur la par-dessus. Du phare. Absolument pas. Vous m'avez pris pour Donkey Kong ou quoi, monsieur? Non, vous attrapez le fruit. Alors, à ce propos de Donkey Kong, la banane, le singe, King Kong, la planète des singes, peut-être des échos, je ne sais pas. Peut-être. Oui, la planète des singes, effectivement, ce grand monstre, c'est un peu l'autre, celui qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est celui qu'on ne connaît pas. Et la banane, finalement, c'est ce qui fait le lien entre l'autre et c'est-à-dire le King Kong, et celui qui le juge, vous voyez. Alors, récemment, on a eu un grand colloque international qui a été mené à ce sujet, sur les singeries aux diverses époques classiques. Oui. Très grand colloque. Très grand colloque, avec une profusion de bananes distribuées à tous les auditeurs. C'était vraiment merveilleux. Grande réception à la mairie avec... J'aimerais aller à contre-courant, vous voyez, parce que ici on parle de bananophobie. Et moi je pense qu'on est dans l'inverse. Nous sommes dans une banana obsession. Et la banana obsession, pourquoi? Parce que, vous savez, l'étymologie, l'archéologie du texte transparaît toujours. Et moi, quand personnellement je vois banane, qu'est-ce que je vois? Je vois bananus. Et dans bananus, vous savez le mot qui réside à l'intérieur. Et là, je pense que nous avons une obsession fécale. Et cette obsession fécale se traduit par l'envie de vivre de cette personne. Un amour impossible. Un amour impossible, c'est quoi? C'est j'existe même si je ne peux atteindre cet amour. Alors attendez. Et laissez-moi terminer, monsieur.
Parce que quand ça sent la merde, ça sent l'être, disait Artaud. Et là, nous sommes là-dedans, monsieur. En plus, vous savez très bien que monsieur Artaud aimait la sacralité christique. On est absolument dedans. Je pense, après, j'attends vos remarques. Alors, mes chers copains, cette horizon, on va continuer aussi après. Non, c'est lié. L'horizon de la j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Oui, mais bien sûr, mais même, mon Dieu, qui revient à plusieurs reprises. J'en ai marre, mais bien sûr. J'en ai marre. Et pourtant, les textes de Christine Angot n'ont pas d'odeur. Mais c'est un. Non, mais ils sont inodores. C'est un dieu anal que nous avons là. Il faut le dire. Mais il faut le remarquer. C'est un dieu anal. Bon, allez. Mythologie. Et Dieu. En anglais, qu'est-ce que ça donne, monsieur? Moi, ça donne God. Ah ben voilà. Et oui. Et on revient sur la banane. On revient sur la banane. La banane de Christine Angot. Voilà. Bon. On a la boucle est bouclée, je pense. Le régime de banane est complet. Voilà. Bon. Football. Nous allons passer au troisième texte. Troisième extrait. Alors là, c'est un texte dense. Un texte dense, qui est une nouvelle un petit peu raccourcie, mais j'ai gardé l'essence du texte. Il s'appelle La jeune mariée, une nouvelle extraite de La petite foule. C'est parti. Elle ne dit jamais « Mon mari !» Elle n'y arrive pas. Elle dit le prénom, elle élude, elle fait des périphrases. « La personne avec qui je vis !» Ou autre chose. Elle est pourtant mariée. Elle porte le nom du jeune homme. Mais rien que le mot « mon mari » et l'idée de le dire la font rire, comme si elle jouait une comédie. Ça lui rappelle la pièce dans laquelle elle a joué enfant en colonie. Elle avait été choisie par le garçon qui jouait le chef des pirates pour jouer la femme. Elle devait dire au public « Fais bien attention à toi, mon chéri ». Elle a appris à faire la cuisine très tard. Pendant longtemps, tout ce qu'elle a su faire, ça a été ouvrir du jambon de Bayonne, sous cellophane, un paquet de chips, une boîte, et mettre une jolie nappe. Elle ne savait même pas faire un œuf à la coque. Un jour, elle a noté dans un petit carnet des recettes que sa mère faisait, qu'elle trouvait faciles ou qui lui plaisaient. Elle a gardé le carnet. Et quand elle s'est installée avec son mari, elle l'a mis sur une étagère. De temps en temps, elle le feuillette. Elle avait fait un index. Elle avait numéroté les pages pour pouvoir retrouver facilement chaque recette. Soufflé au fromage, gratin de pâtes, melon au porto, oursin, spaghettis, œufs brouillés, omelettes, champignons, pommes de terre sautées, crêpes au fromage, croque-monsieur, pain perdu, phare au four, poire belle Hélène, œufs au lait, gâteau aux pommes, biscuits de Savoie, clafoutis, tarte gratinée aux épinards, pizza, salade niçoise, riz. Elle ne connaissait tellement rien qu'elle avait écrit pour le riz qu'il faut mettre un grand volume d'eau salée à bouillir et quand elle bout, le jeter en pluie. Puis laisser cuire et ne jamais laisser séjourner dans l'eau après la cuisson. Elle a marqué « La cuisson doit être précise ». Elle a tout marqué, elle a marqué qu'il faut égoutter, servir avec du beurre, du citron. Elle avait noté tout ça sous la dictée de sa mère. Il y a salade de fruits, haricots verts. Elle a écrit « Équeuter des haricots verts et les couper en deux. Faire cuire à l'eau bouillante salée une demi-heure. Sans couvercle pour que les légumes conservent une couleur bien verte. Égoutter et servir avec du beurre frais, citron, artichaut. » Elle a mis « La cuisson se fait à l'eau bouillante salée, avec un quartier de citron ou une cuillerée de vinaigre. 35 minutes environ, sans couvercle, un torchon replié posé dessus pour les empêcher de remonter et de cuire hors de l'eau. » La cuisson ne doit pas être excessive. En vérifiant le degré, en détachant une feuille du bord, elle doit venir facilement. Les retourner pour les égoutter complètement. Une fois cuits, ils doivent être consommés dans les 24 heures. Ratatouille, courbouillon de poisson, poisson sur le grill, meunière aux fritures, à la poêle, au four, cabillaud, maquereau, roussettes, sardines, œufs farcis, compote de prunes, tarte tatin, pâte brisée, quiche lorraine, petits pois, escalope à l'estragon, macaroni au gratin, mousse au chocolat. La plupart des filles qu'elle connaît sont encore à la recherche de l'homme de leur vie. Alors qu'elle, elle sait qu'elle l'a trouvé. Même si elle se dit qu'elle aurait peut-être préféré qu'il soit autrement, plus attirant. Oh mon Dieu, mon amour, cette mélodie me retournait le cerveau. Oh s'il vous plaît, là, je peux pas tenir, je peux pas me repêcher là. J'ai vu le mot coque. Un œuf à la coque. Alors, je vais vous surprendre. Parce que nous ne sommes pas dans la coque coquine, ici. Nous sommes dans la coque
cocu. Parce que dans le creux du texte, ce qui apparaît, c'est que cette femme, elle fait la cuisine, mais elle pense à quoi? Elle pense à un autre. Elle pense à un autre. Elle pense aux pirates. Elle pense au Brésil. N'est-ce pas, monsieur? Ouais. Ouais, pardon, je vous imite, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'elle goûte tous ces plats, on les mange, ça revient presque sensuel, pas vraiment. Et le croque-monsieur, vous l'avez vu ce croque-monsieur? Ouais, je l'ai vu ce croque-monsieur, ouais, c'est vrai qu'elle, ça parle. Alors, voilà, me semble-t-il, dans son livre Pouvoir de l'horreur, monsieur Capré, je vous pose la question, Julia Kristeva, à propos de la nourriture polluante, elle écrit, particulièrement la nourriture polluante, une mixture, elle écrit « Toute nourriture est susceptible de souillure, contrairement à un fruit mûr qui se mange sans danger, la nourriture passée au feu est polluante et doit être entourée d'une série de tabous. » C'est bien ce qui se passe ici, elle cuit, et c'est le conformisme bourgeois qui s'écroule, c'est la souillure. Exactement, mais c'est d'ailleurs ce qui est souvent dénoncé par la plupart des écrivains écrivains femmes. Effectivement, ici, on a l'impression, par cette litanie, vous voyez, après la virgule, la césure, vous voyez apparaître un certain nombre de plats qui des sont... échos sonores. Des échos sonores. C'est, en quelque sorte, cette litanie, c'est un peu, en quelque sorte, des abolis bibelots d'inanité sonore, j'ai envie de dire, pour reprendre les mots célèbres. Vous êtes dans le vrai, monsieur. Mais oui, tout à fait. Et quand vous parliez de virgule et de segmentation, là, moi quand je vois 4, je dis bien 4, quand je vois 4 ligatures dans un seul texte, c'est trop pour un seul homme. C'est trop pour un seul homme. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes face à quelqu'un qui est dans le polyamour. Je me demande même si c'est pas une réécriture du Cantique des Cantiques, moi, monsieur Milly. J'avais envie de mettre en perspective, excusez-moi, peut-être je m'égare. Et la poire belle Excusez-moi, voilà. J'ai envie de mettre une perspective. On est dans l'épopée. Mais oui, non, mais excusez-moi, monsieur. L'accumulation. Une perspective, monsieur. On voyage. Je veux mettre une perspective. L'accumulation. Perspective. Je peux mettre en perspective avec un texte de Rodrigo Garcia. Je cite le texte. C'était un couple de tarés. Ils jouaient à foutre le bordel dans les hôtels. Il emportait au Ritz un camping-gaz pour faire cuire des côtelettes d'agneau, de lait, qu'il ramenait de Valbuena del Duero. Et je peux vous assurer que les rideaux épais et les aiderons moelleux s'en souviennent. C'est tout. Le souvenir de l'odeur. Les côtelettes, les souvenirs de l'odeur et la souillure. C'est la recherche. C'est la souillure. C'est la recherche. Et on est dans le cocu. On est dans une réécriture de la recherche. On est dans l'anticipation du cocu. Et là, on est face à un sommet. C'est-à-dire que on a quand même une dame, vous m'accorderez. Ah oui, c'est une dame, oui, une dame. Une grande dame. Une grande dame. Qui tente l'intentable, ce qui n'a jamais été fait, ce que personne n'ose même faire, qui est de réécrire, d'intertextualiser la recherche du temps. Alors, nous accueillons, il est là de façon impromptue, un intellectuel qu'on ne connaît pas bien, qui s'appelle Gérard Topor. Gérard Topor, bonsoir. Bonsoir, écoutez, je suis contente d'être là, c'est très intéressant cette émission, c'est très passionnant. Ici nous sommes dans une littérature de l'ordinaire, vous voyez. Il y a des mots ordinaires, des phrases ordinaires. Je pense que c'est tout à fait représentatif d'un certain courant de pensée de l'homme ordinaire. Voilà. Et puis je voulais dire aussi que moi-même je vis avec une femme ordinaire. C'est tout, je vais retourner parce que j'ai un séminaire demain matin. Voilà, je faisais que passer. Merci monsieur Topor. Alors, je crois que nous avons besoin d'une petite pause publicité. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est temps. Les intellectuels sont las. Voilà, ils sont las. Avant l'extrait 4, qui, vous allez voir, va monter en puissance, petite publicité. Publicité halogène. Christine Angot and the Queens. Les chansons de Christine and the Queens rencontrent les textes de Christine Angot. Il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérette du village et la place sur son sexe. La nuit 17h22, nous étions là. Toi allongé, délié, d'ornements froids. Tu as pris ton petit déjeuner ce matin, tu n'as pas faim, tu ne veux pas un peu de jambon? Moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. Il remet le reste de la tranche dans le papier et lui demande d'aller chercher des clémentines dans la cuisine.
Il lui reproche d'avoir la bouche un peu trop petite. Bientôt chez tous les bons pharmaciens. Vous venez du nord de la France. Vous avez été victime d'inceste enfant. Mais, analphabète, vous ne pouvez raconter votre histoire. Faites appel à la société, un zeste d'écriture pour tous, afin de mettre des mots sur vos mots et devenir millionnaire du jour au lendemain en publiant votre propre autofiction écrite par quelqu'un d'autre. De grands noms ont déjà fait appel à nos services. Christine Angot and the Queens, Claudine Louise Combette et Anaïs Nini. Faites appel maintenant à la société Un Zeste d'écriture pour tous et bénéficiez aujourd'hui d'une interview spéciale avec Jean-Michel Mirliza dans les toilettes de la célèbre librairie Mollard à Bordeaux. Brasserie, une pièce de Kofi Pongé, actuellement au théâtre de l'Odéon. En tout cas, au moment crucial, elle rit toujours comme une détraquée, avec des yeux révulsés tournés vers le ciel, un rire qui s'éteint toujours par un « Oh, Schwanzen ». Ça lui vient d'où qu'elle t'appelle comme ça? Ça veut dire petite bite. Quoi? Ton surnom allemand, ça veut dire petite bite? Oui, Schwanzen, ça veut dire petite bite en allemand. Non, sans blague. Pourtant, c'est ce que ça veut dire. Petite bite? Pourquoi? Parce que tu as... Ben oui, on peut dire. Petit comment? Petit comme ça? Encore plus petit. Comme ça? Encore plus. Une mise en scène de Laetitia Milot, Michel Onfray, Brigitte Fontaine et Stéphane Cazza. De retour sur le plateau d'Ancralogène. C'est un texte un peu émouvant. J'aimerais que les sourires s'effacent. C'est dans un roman qui s'intitule Le marché des amants. C'est parti. À 16 ans, je sortais avec un Indien, de Madras. Sa peau était noire, son nez était fin, sa peau était bistre, plus que café au lait. Il était grand et lancé, il portait les costumes. Il avait 14 ans de plus que moi. Il était ingénieur chimiste dans une usine allemande. C'était mon premier amant, celui qui m'a fait des fleurons. La seule règle négociée entre moi et mon père était la préservation de la membrane de l'hymen. L'ingénieur chimiste s'appelait Jean. Aucun signe de ses origines ne se ressentait. Il était tamoul. Son frère médecin habitait la même ville. J'attendais en bas de l'immeuble dans la voiture quand il allait lui rendre visite. Ce n'était pas long. J'attendais sur le parking que Jean ait fini avec son frère médecin, un peu plus âgé que lui, voyez. Pourtant, alors qu'il n'était pas de pudeur particulière, qu'il était libéral, adorait le sexe, en parler, la nudité, être nu, se balader nu, quand il allait aux toilettes, là, il fermait soigneusement la porte à clé. Un jour, il m'expliquait pourquoi. Il ne voulait pas qu'on le voie, parce qu'en Inde, petit, enfant, il n'y avait que des WC à la turque. Il n'avait jamais réussi à prendre l'habitude pour la position des jambes. Il ne s'était jamais accoutumé à la position européenne. Assis sur la lunette, il n'aurait pas pu pousser. Il m'avouait qu'il gardait la position accroupie encore maintenant. Perché sur la lunette dans ses toilettes fermées à clé, il restait perché, voyez. Il n'avavait jamais pu s'habituer à une autre position qu'accroupi. Il faisait attention de ne pas glisser à l'intérieur de la cuvette. Son équilibre était moins stable. À part ce détail qu'il n'est confié à personne, c'était un ingénieur chimiste européen, la trentaine, vivant à Reims, frère médecin, et qui m'avait dit en découvrant mes seins: ton père devait beaucoup te caresser la gauche. Il est plus gros. Il devait se tenir plutôt à ta droite dans le lit, non? Son histoire est bien celle d'un amour. On peut dire que nous commençons à pénétrer au sein du texte. Dans Tout à fait. Extrait. Et c'est virtuose.
C'est virtuose. Vous êtes pour? Ah oui, moi évidemment que je suis pour. Je vois une trace pastorale. Non mais alors justement, j'allais vous lancer là-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez me laisser la parole. Ah mais allez-y, je vous Parce que aujourd'hui j'étais en bibliothèque, je vagabondais dans les rayons. Et c'est dommage parce que la dernière émission nous avait consacré aux toilettes, à l'angoisse de la cuvette blanche. Et ici, c'est comme une réminiscence. Ici, c'est finalement. une cuvette noire. Et alors, j'ai trouvé, figurez-vous, cette citation de Philippe Solers qui va vous intéresser à propos des toilettes dans un texte qui s'appelle Introduction au lieu d'aisance. Alors, excusez-moi, introduction ou introduction? Eh bien, c'est bien là toute la polysémie. Voilà. Alors, je cite Solers. Écoutez bien, monsieur, parce que ça va vous intéresser. Je vous écoute avec une grande attention. Écoutez Solers, écoutez la parole de Philippe, s'il vous plaît. Si j'urine, je m'amuse par la violence de mon flot à multiplier les bulles blanches et gonfler de leur néant qui bientôt vont former une mousse crémeuse. Cette mousse pétille, crève, bouge, chuchote, brille de mille feux. Bon, jusque-là, voilà. Enfin, attention, c'est là que ça agit. Déçu de la voir s'évanouir, je la noie sous une trombe d'eau. Cette ouverture, l'ouverture de la chasse d'eau, cette ouverture sur l'irréel était à mes yeux si frémissante de grandeur qu'il me faut préciser que tout dans le geste qui nous assoit en ces lieux ressemble à des épousailles. Dernière phrase. La parenté du vase avec un tronc de sirène qu'on eût coupé selon 2 tranches horizontales donnait même à ces noces je ne sais quoi de faunesque, bien fait pour grandir des moments équivoques. Faunesque. Mais tout à fait, mais vous savez, c'est ce je ne sais quoi, finalement, qu'on retrouve bien souvent dans la tradition littéraire. Et c'est bien sûr cette trace pastorale, effectivement. On vous parlait de sirène, ici c'est plutôt l'évocation, oui, certes faunesque, mais au-delà de ça, on a l'idée presque d'un dieu Pan sur son trône, en quelque sorte. Vous connaissez... vous connaissez peut-être l'Arcadie de Saint-Nazaire. S'il vous plaît, monsieur, non. L'Arcadie de Saint-Nazaire. Il y a une scène similaire, effectivement. Et puis des dames à leur toilette aussi. C'est toujours ce même motif. C'est un leitmotiv, en quelque sorte. Je rebondis un peu sur cette figure. On brise la sacralité. Parce qu'il y a du sacré dans ce texte, dans cet amant. C'est un dieu Pan. Et d'ailleurs, c'est plus qu'un dieu Pan. Ne serait-ce pas une allégorie du poète? Je me tourne vers Alain Dufarret. Parce que je sais que vous aimez l'animalité chez Deleuze. Absolument. Et Deleuze a parlé la déterritorialisation. Voilà. Et surtout de l'animal. Du Cénopoïète d'Entirostris, oiseau qui, je cite, oiseau des forêts pluvieuses d'Australie, qui imite dans ses intervalles, qui jette des feuilles sur le sol, et qui est, je cite Deleuze, un artiste complet. Absolument. Cet homme perché sur les toilettes, ne serait-ce pas une allégorie du poète? Il me semble, je ne voudrais pas mais bien sûr, vous voyez là, interférer avec votre pensée. Alors, en reprenant Deleuze, ce merveilleux homme qui était Deleuze. Alors, on a ici un oiseau. Moi, j'irais encore plus loin que Deleuze. Je dirais qu'on est face à un phénix. Quand vous allez aux toilettes, vous renaissez de vos cendres. Vous voyez, la matière fécale, ce sont les cendres qui nous permettent ce cycle. Un canard WC. Non, c'est un phénix WC. Un phénix WC. Si vous me permettez bien, monsieur. Non mais alors, moi, j'aimerais revenir sur ce que je disais parce que ici, on a perché qui apparaît de nombreuses fois, vous voyez. Et il y a autre chose. Il y a cet aspect enfantin. Et vous savez que l'enfant et la fécalité, Freud en a parlé de nombreuses fois. Et quand on a perché, et on a toilette, lunette, avec ce diminutif E-T-E, on veut rappeler la petitesse de l'homme qui va aux toilettes. Tout en n'oubliant pas que nous sommes face à une résurrection. D'ailleurs, je crois que nous sommes face à cette petitesse de la fécalité de l'homme, monsieur Capré de Morfontaine a un extrait de la princesse Sappho dans Tutu. Tout à fait. Alors, c'est le début du roman, de ce merveilleux roman décadent. Et à ce propos, princesse Sappho, grande poétesse et écrivaine de la fin du 19e siècle, et pourtant si grandiose, nous retranscrit en quelque sorte une lettre bien connue de la princesse palatine, une illustre aïeule de ma bien nommée famille. Alors je vais vous la citer, cette citation qui est tout à fait merveilleuse. Enfin,
Vous avez la liberté de chier partout quand l'envie vous en prend. Vous n'avez d'égard pour personne, le plaisir qu'on se procure en chiant vous chatouille si fort que, sans égard au lieu où vous vous trouvez, vous chiez dans les places publiques, vous chiez devant la porte d'autrui, sans vous mettre en peine s'il le trouve bon ou non, et marque que ce plaisir est pour le chieur moins honteux que pour ceux qui le voient chier, c'est en effet que la commodité et le plaisir ne sont que pour le chieur. Mais alors excusez-moi. Non, j'ai une question. J'ai une question, monsieur. J'ai une question. Pourquoi faites-vous la diérèse? C'est un texte classique, Princesse Palatine tout de même. Mais il faut retranscrire la prononciation. Allongé, vous pensez que ce texte a besoin de canne, a besoin de canne, qu'il a besoin d'être allongé? Parce que quand on voit la canne, moi ça me rappelle le canard WC, monsieur. D'accord. Monsieur Marie-Machin? C'est un chieur chiant. Tout à fait. Parce que il est chieur. Parce qu'il a fait attendre sur le parking. Et vous voulez que j'enfile mon goganté? Elle attend sur le parking. Vous voulez que et en même temps, et pendant qu'il attend, pendant qu'il a fait chier, il est chieur. Il chie. C'est un chieur chiant. C'est un chieur même, je dirais. Non? Oui, mais tout à fait, il y a ici, en tout cas, moi c'est ce que je soutiens, une sorte de parenté entre Christine Angot et la princesse Palatine. Même, ça me semble une réécriture évidente. Non, excusez-moi, mais qui est cette princesse Palatine? Je sais pas. Vous ne connaissez pas la libellule et le marcassin. Je comprends pas en fait, monsieur, je suis pas dans la norme peut-être. Mais peut-être que c'est vous qui êtes décalé, parce que, excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on parle de choses sérieuses quand même. Voilà. Monsieur Mirliza, pouvez-vous intervenir s'il vous plaît? Nous sommes là cordialement. Écoutez, c'est un débat. Nous sommes là cordialement. Chacun s'exprime. Non, mais nous sommes là cordialement. Chacun s'exprime. Nous ne sommes pas là pour nous rabaisser les uns les autres. Et il manque de lyrisme. Non, mais écoutez, non, c'est un chieur, c'est tout. Sortez des palatins, des machins. Sortez de votre lyrisme, monsieur. Laissez les Robespierre aux mendiants. Écoutez, monsieur, vous n'êtes qu'un poète de pacotille. Un poète de pacotille. Mais moi je trouve que vous tirez des ficelles bien grossières, voilà, monsieur. Écoutez, vous êtes un poète de pacotille. Et que vous égarez. Vous retrouvez dans la rue, vous égarez avec les chiens, avec les enfants à l'entrée du restaurant, vous dans la rue. Mais vous vous égarez. Allez faire cuire des côtelettes, un grand hôtel de Bordeaux, et laissez-nous dans votre merde. Mufle. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un maroufle. Maroufle. Branle musarde. Des côtelettes, monsieur. Ou je ne sais quel foie gras poêlé. Et pour une fois, il a fait une belle intervention, malgré lui, hein, parce que bon, on excusera, mais et du coup, sur le foie gras poêlé, on retrouve notre poil. Et on parle de canard qui n'est pas bien loin de Loire. Et tout cela finit dans les toilettes turques. Le foie gras, vous voyez, on n'est pas très loin. Et ça finit dans les toilettes turques, tout ça. Voilà. Merci. Le poil. Merci. Le poil. Merci pour cette chocolatine. Non, excusez-moi, c'est que ça me revient. Je revois mon père me donner des chocolatines. Merci. Ça me revient comme ça. Monsieur Mirliza, intervenez. Qu'est-ce que c'est que c'est? Merci pour cette chocolatine. Monsieur Mirliza. On essaie de nous attendrir. Monsieur Mirliza. Écoutez, ouais, merci pour cette chocolatine. Monsieur Mirliza. Non, mais bon, voilà, je revois, c'est une réminiscence, excusez-moi. Bon, dernier extrait. Alors, si le moment était solennel, peut-être le sera-t-il encore davantage, puisque cet extrait nous ramène à un amour bien connu de Christine Angot, un chanteur-compositeur qu'elle a connu dans sa vie. Alors, nous allons y aller. C'est parti. J'arrivais au restaurant vers 9h. On dînait par maison d'édition. Notre table était réservée à l'étage au milieu d'une pièce vide. J'étais assise dos à la porte et je ne voyais pas ce qui se passait derrière. Tiens, Doc Gynéco qui passe dans le couloir. Je recevais un texto. Doc vous attend en bas, en arrivée à la boîte. Salut Bruno. C'était le videur à l'entrée, il venait de parler. Je n'étais pas sûr que Bruno ce soit lui, je ne connais encore que son pseudonyme. Ensuite, j'indiquais le nom de mon hôtel. On allait peut-être juste parler, on voulait simplement être ensemble. Je demandais la clé, on montait l'escalier en pierre. On arrivait dans ma chambre. Il poussait un petit cri. Waouh. Sortez la coque. Mais je savais pas pourquoi ce type était dans ma chambre, hein. Mettez les écouteurs sur Walkman. J'étais assise sur le lit. Il avait enlevé ses lunettes. Il avait toujours son bonnet. Je n'osais pas lui retirer pour voir ses cheveux. Il glissait un écouteur dans mon oreille, gardait l'autre pour lui, glissait son pantalon jusqu'aux genoux. Il me léchait. J'étais au travers du lit, les fesses au bord et les pieds par terre.
J'enlevais son bonnet, c'était magnifique. Les loques qui en sortaient se répandaient autour de son visage comme des petits serpents libres et nerveux, vivants. Je n'osais pas toucher tout de suite, j'avais peur de ne pas savoir le faire. J'avais peur qu'il ait le sida. Je me méfiais de lui et je ne voulais pas qu'il me pénètre. Juste au bord, allez, j'éjacule pas, je te jure, allez. Il entrait juste au bord. Je m'écartais brutalement sur le côté. De l'autre côté, alors. Il n'en est pas question! J'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses. D'accord, comme tu veux. J'aurais voulu te faire profiter de ma technique. Tant pis pour toi, c'est pas grave. Bah on peut jouir autrement, hein. Je n'étais même pas sûr d'avoir envie de lui. Je n'avais pas eu le temps de me poser la question. Je me disais, pourquoi pas une nuit, mais pauvre garçon, je vais te laisser tomber, c'est sûr. Je vais demander à la réception s'ils ont des préservatifs. J'en ai! Il me pénétrait. J'en ai pas. Je m'écartais en faisant un bond, je restais sur le côté. Allez, viens, j'éjacule pas. Il revenait, il rentrait, je l'embrassais. Arrête! Tu triches! Elle est allée voir le docteur, Christine Angot. Elle n'a pas eu peur. Non, et nous sommes face à des Vous n'avez confessions. pas eu peur, viens voir le Nous sommes docteur. face à des confessions, monsieur. Vous voyez, là, Rousseau était un petit joueur. Là, on est face à des confessions. Dans notre style, Qui de notre se envergure. livrent, non mais qui se Oui. livrent, et qui sont livresques par la même occasion. Oui, on n'a presque pas envie d'y croire. Oui. Et c'est très important dans tout ce qui est confession. Vous le savez très bien, c'est la déclaration de véridicité qu'on trouve au début de toutes les confessions, qui dit que l'auteur vous jure que Bon. c'est vrai. Et là, on Non, est non, moi, face à un je texte suis pas similaire. d'accord. Confession, non, ça va pas ça. Non, non, je suis désolé, il faut recadrer. Mais tirez-vous, Non, monsieur. non, Mais qui connaissez-vous, Excusez-moi, monsieur? à part Vous Will- avez touché des À dreadlocks part vous William Marx, il n'y a rien dans la littérature. Vous parlez de véridicité, et je Le rebondis. le pacte Tout de à fait. véridicité, monsieur. Parce que la littérature prétend à la véridicité, comme l'écrit William Marx. Ainsi ne songe-t-on pas à critiquer l'absurdité des comptines enfantines? Songe-t-on à critiquer l'absurdité des comptines enfantines au motif, par exemple, que les souris vertes n'existent pas ou que, quand bien même elles existent, et les tremper dans l'huile ou dans l'eau a peu de chance d'en faire jaillir des escargots tout chauds? Y a-t-il des escargots tout chauds ici? Bon, il y en a pas. Bon, alors vous n'allez pas nous tout parler de Rousseau, il n'y a pas d'escargots ici. Il n'y a pas d'escargots tout chauds ici. Voilà, on est dans le texte, on est dans la vérité. Pouvez-vous expliciter le rapport, monsieur? Je veux dire, vous parlez de protestation de véridicité comme s'il y avait une ombre de mystère, pacte, une ombre de pas une fiction. Il protestation. n'y a pas de pacte. Il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de tiens, l'escargot est tout chaud, il est chaud, c'est comme ça. Non, ici c'est la vérité. Ne paraphrasez pas Sarkozy, monsieur. Ça va, on met pas les légumes avec les casseroles. Ouais, peut-être. Mais monsieur Vernisa, intervenez, non de non. Non, alors écoutez, moi, Il faut plus l'inviter, celui-là, quand même. Hein. Mais écoutez, Il nous fait perdre le temps, non, je mais fais oui. perdre le temps. Le temps. Moi, j'empêche que j'ai explicité le rapport au père. Qui est votre père, monsieur? Je ne sais pas. Mon père. Je ne sais pas qui c'est. Oui, mais qui sont Barthélemy vos- de Monsieur- Mortefontaine, monsieur. Moi je sais ce qui vous manque. Ce ne sont pas des pères. Ce n'est pas un père. C'est des Ce- repères. Voilà. Des repères, nous nous entendons, Voilà, monsieur ouais. Dufour. Parfaitement, Mais monsieur. voilà. Ça, je Parfaitement. pourrais me caler. Mais vous êtes pas calé du tout. Je là. pourrais me caler. Vous mais êtes ça, totalement décalé. Ouais, je Monsieur, pourrais on me n'est caler. plus du tout dans le texte, on n'est Ouais. plus dans le texte. Non, mais c'est vrai Tu que- reviens sur le Mais texte. donnez-moi des monsieur. repères, je vais me caler. Attendez, monsieur. parlez-lui. Servez-vous monsieur- un verre de vin, voyons. Monsieur veut témoigner. Bah, c'est pas tellement pour témoigner, mais c'est pour revenir sur le texte. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la duplicité du texte. Moi j'ai envie de revenir à l'extrait juste d'avant. Ton père devait beaucoup te caresser le gauche, il est beaucoup plus gros, il devait plutôt se tenir à ta droite. Moi je sais plus quoi faire entre droite et gauche. Je sais plus quoi faire avec... J'étais au Il y a une travers sorte du lit. Bah moi je suis toujours perdu. C'est dans vrai ce qu'on a texte. sur le côté, J'arrive plus à je savoir ce qui se m'écartais passe. brutalement sur le côté, de l'autre côté alors. Je Ah restais oui, sur et le puis- côté, je m'écartais en faisant un bond. Oui, vous avez raison. Elle vous est avez raison. décalée. Il y a comme une rhapsodie, en quelque Décalée. sorte. Décalée. C'était magnifique et en même temps elle a peur qu'elle ait sida. Non, oui, mais ça c'est foncièrement intéressant. Nous sommes face à un texte capoté et qu'il explicite, monsieur, un texte capoté. Ça veut dire que ce texte-là, il est enrobé dans du latex. Vous voyez, monsieur? Mais tout à fait, c'est une fantaisie et brusquement Wow. le réel apparaît. C'est Waouh, ça, violemment, je dirais même, c'est violemment. la capote Eh, qui se eh, fissure, c'est ça, monsieur. c'est ça. Sortez Sortez. l'éjaculation qui a lieu. C'est les enfants qui sont Sortez. sortis, Sortez. qui pénètrent le vagin, monsieur. Oui. Sortez la coque coquine. La coque coquine. Ouais. Voilà.
intervenu. Vous l'avez déjà dit. Alors, non. Il y a une deuxième occurrence du mot coq. Enfin, ah bon, oui. je produis son livre, donc je suis gentil, voilà. Ah oui. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Aux éditions. Alors, et c'est intéressant de voir qu'il manque un coq. C'est-à-dire que nous avons deux coques. Nous avons la coque de l'œuf à la coque. Nous avons la coque, la drogue si bien connue, et il nous manque le coq. Mais c'est le père. Il manque c'est la le père, figure c'est le masculine père, ici. c'est le père. Et pour une fois, je pense que Monsieur Machin, vous avez votre mot à dire là-dessus. Ouais. Mais en fait, elle a pas eu de père. Alors que moi j'en ai eu 2. Oui, mais en compensation, elle a eu des dreadlocks à toucher, elle. C'est pas votre cas quand même, monsieur Machin. Rassurez-nous. Ouais, non. Ah, vous êtes gêné, je vous fais rougir, je vois bien. Je suis un peu. Ah, vous êtes émoustillé. Ouais, un petit peu émoustillé. Ça me ramène. Oh, merci, c'est chocolatine, pardon. Merci. Alors, comment ne pas terminer la soirée en chanson? C'est une question qui tombe sous le sens. Je tiens à saluer et à remercier Christine Anjot de nous faire entrer dans sa coquine. Et à saluer notre ami Adalgonce Renard qui nous revient du Brésil, tout bronzé. Mais, disent les mauvaises langues, avec une partie d'anatomie en moins. Mon Dieu, vous auriez nagé avec des piranhas. Ne connaissez-vous donc pas le dicton? Où il y a des piranhas, les caïmans nagent sur le dos. Enfin, j'espère pour vous que cela n'est que mensonge. Rassurez-nous. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous présenter une de mes dernières chansons, Fille à papa. Chanson écrite par Diane Jacuzzi, Hugo Lopez et Mathieu Gagelin, sur une musique de Mathieu Gagelin, interprétée par la Prohibida et moi-même. Je vous souhaite une bonne écoute. Matin de juin, dimanche numéro 3. Tu n'es pas là, maman cherchait ses pas. Son rouge baiser, perdu son mascara. Sans nous laisser aucune chance, maman pleure en trouvant ton alliance. Presque 3 ans, mon parfum, ton absence. Pourquoi tu n'es pas dit on a besoin de toi? Fille à papa qui prend tout dans tes bras, qui a envie de toi. Fille à papa. Tanto Diego, tanto Lola, papa s'appelle la Colita. C'est pas les lèvres pour les hommes, et moi je n'aime plus personne. Hola, soy papá. Lo siento, hijas mías. Os quiero tanto, pero tenía que hacerlo. Porque ahora me llamo Incognita. Matin d'été, Dévotion saturée, chasse au trésor, tes mots sur les papiers, raconte l'aurore. sous l'ombre des palmiers. Nos retrouvailles pourtant défendues ont pris le pli De ta jupe effondue, et la couleur de cette alliance rompue. Pourquoi t'étais pas là? J'avais besoin de toi. Fille à papa qui te prend dans tes bras, qui se languit de toi. Fille
sans transition, voilà, j'avais une dernière citation de Christine Angot tirée d'un texte que j'ai trouvé récemment qui s'appelle « La peur du lendemain ». Il me semble que nous avons besoin aujourd'hui de... me semble, hein, peut-être de mystère, d'évasion, de vertige. Voilà. De rêve, tout simplement. Christine le dit en peu de mots, mais elle le dit bien. Je la cite. Prenons un exemple. Mathilde Seigné. Est-ce que cette femme est érotique? Si elle a un téléphone portable dans son sac, qui sonne, qu'elle prend son temps, qu'elle a un col roulé sombre qui met en valeur la fraîcheur de son visage, est-ce érotique? Voilà. Mystère de l'amour, et non pas vertige. Certainement pas vertige. Alors là, certainement pas. Vertige? Certainement pas. Mystère? Alors là oui. Mystère et boule de gomme. Le papier peint décollé. Par terre, dégueulasse. Avec un coussin crevé. Un plafond de grenier. Encre halogène. C'est ça qu'on appelle réparer ?